Donc moi, je suis Cyril Desjeux, je suis l'animateur de l'atelier d'aujourd'hui qui porte sur la transformation des métiers. On aura, alors je suis sociologue de formation, mais surtout aujourd'hui, je suis directeur scientifique d'Andéo. Andéo, qui est une association qui comprend 22 autres associations. Mais l'objectif, c'est pas de parler de moi aujourd'hui, c'est justement de laisser la parole aux différents intervenants. Nous aurons donc 3 interventions. Une de Chloé ici présente et qui commencera sur la création d'un nouveau métier de facilitateur et facilitatrice d'inclusion. Ensuite, on enchaînera sur une deuxième intervention. Après des questions-réponses, nous pourrons enchaîner sur une deuxième intervention avec Jean-François et Roselyne qui nous parleront de la transformation du métier de mandataire à partir d'une situation qu'ils vous présenteront. Et enfin, oui, n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite. Et enfin, nous aurons donc Anne-Louise et Naïm qui nous parleront de l'autonomie et plus particulièrement également de la formation que vous mettez en place, sensibilisation, formation que vous mettez en place depuis quelques années. Je dirais que le fil directeur de ces 3 communications tourne autour de comment est-ce qu'on peut accompagner à la décision sur les questions d'autonomie. Que les interventions vont montrer notamment comment cette autonomie, elle repose pas uniquement sur des logiques individuelles, mais également sur une dynamique sociale et collective, notamment par l'intermédiaire de professionnels qui viennent en appui et en soutien à cette autonomie. Et je dirais l'autre dimension qui transparaît également des différentes interventions, c'est de voir que l'autonomie, ça se construit comme un processus, ce n'est pas une donnée à un instant T, mais bien qui se construit dans le temps, et qu'elle demande le plus souvent des dynamiques d'anticipation pour arriver à pouvoir soutenir justement cette autonomie par les professionnels. Voilà pour le préambule. Ce qui est peut-être en termes de posture, ce qui peut être intéressant à retenir également, c'est de se dire que lorsque vous entendrez l'intervention, c'est d'arriver à voir en quoi cette intervention, elle permet de comprendre ce qui peut poser problème autour de l'autonomie. Et n'hésitez pas à poser des questions dans ce sens-là aux différents intervenants qui se succéderont pendant 1h15. L'enjeu, c'est d'essayer de penser ces ateliers comme des ateliers de travail où on peut échanger nos différents points de vue sur cette question de la transformation des métiers vis-à-vis des différents intervenants. Vas-y Chloé, je te propose de commencer. Alors, Chloé Swem-Fienbrich, je travaille pour la Haute École de Travail Social de Genève, en Suisse. Et je viens vous présenter aujourd'hui la formation, le projet Média. Je vous passe mon anglais. Mais Média est un acronyme. C'est un projet qui a été qui est financé par Erasmus+, et c'est un partenariat entre la France, la Suisse, la Grèce et la Belgique. Je vais déjà vous montrer une vidéo en fait qui se veut plus accessible qu'une présentation, je dirais, classique et qui a été faite par les personnes concernées. Et puis ensuite, je vous expliquerai davantage la formation plus en détail. Mais du coup, je préfère effectivement qu'on commence par là. C'est nos partenaires, donc les Papillons Blancs de Dunkerque, nos partenaires français qui ont réalisé la vidéo. C'est un projet des Papillons Blancs de Dunkerque financé par l'Europe pour aider à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ça commence quand? Il a commencé en septembre 2019 et se terminera fin décembre 2021. Quels pays participent au projet Média? Les pays qui participent au projet Média sont la France, la Belgique, la Grèce et la Suisse. Quelles sont les étapes du projet? Nous avons fait des réunions avec les personnes en situation de handicap, avec les familles, avec les professionnels et avec les partenaires. Nous avons réfléchi ensemble aux compétences que doit avoir le facilitateur d'inclusion et nous avons fait des petites vidéos pour aider à la formation du facilitateur d'inclusion. C'est quoi un facilitateur d'inclusion? Le facilitateur d'inclusion va aider la personne en situation de handicap et les dispositifs de droit commun à se comprendre et à faire ensemble pour que la personne ait les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout le monde.
C'est quoi les dispositifs de droit commun? Les dispositifs de droit commun, c'est par exemple la CAF, les hôpitaux, la sécurité sociale, les maisons de quartier. Qu'est-ce qu'on apprend à la formation du facilitateur d'inclusion? On apprend les différents handicaps, les lois sur le handicap, la pérédance, les personnes à qui s'adresser pour le travail, les loisirs, la santé et avoir un logement. C'est quoi la pérédance? La pérédance, c'est quand une personne en situation de handicap aide une autre personne en situation de handicap. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir écouté. On a une deuxième partie de vidéo où c'est des personnes concernées et des professionnels de nos partenaires français qui s'expriment en fait, qui parlent un peu de leur expérience dans ce projet. Mais en fait, c'est à la suite. C'est bon? Ouais. Un facilitateur qui va parler compétences requises pour aller vers les différents établissements médico-sociaux et les différents dispositifs sanitaires du territoire pour pouvoir aller apporter la parole soutenir la parole de la personne accompagnée et faire en sorte que les moyens de communication, les supports pour proposer les soins ou autres aux personnes accompagnées soient les plus cohérentes possibles et soient les plus falques possibles pour qu'on ait un vocabulaire commun. Alors, je pense que cette mission est très large, donc il faut avoir beaucoup de connaissances. Bon, je pense que ça peut être aussi au niveau aussi bien administratif, toutes les administrations ne sont pas à même de pouvoir répondre à certaines questions. C'est un rôle aussi d'être sur le terrain, de savoir comment ça se passe et pas hésiter à aller dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Pour moi, le facilitateur d'inclusion, c'est une personne qui tout simplement aide à insérer une personne dans la société. Voilà, on ne pouvait pas venir avec tout ce beau monde, donc on a décidé de faire plutôt des capsules vidéo comme ça. Je vais vous présenter un peu plus spécifiquement quel est le projet média. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet donc Erasmus+, européen, qui vise à créer un métier de facilitateur ou facilitatrice d'inclusion. Et donc, dans ce projet-là, il y avait un peu trois axes qui se déroulaient un petit peu en parallèle. Donc, on a l'idée de créer la formation pour faire ce nouveau métier. Les groupes interdisciplinaires nationaux qui réunissent en fait un certain nombre de personnes qui pourraient être acteurs pour la création de la formation et du métier, j'y reviendrai après. Et puis, on avait cette dimension de créer quelque chose à distance, un SPOC, je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais c'est un cours en ligne en fait qui est accessible à tout le monde. Et puis l'idée, c'est d'avoir cet outil à disposition, que ce soit sur le moment de la formation ou après, que ce soit pour nos publications ou pour sensibiliser les gens à ce qu'est un facilitateur d'inclusion. Et puis, donc ça, c'est les trois axes qu'on avait tous les partenaires à faire ensemble. Peut-être juste préciser que dans le Média 2, le groupe interdisciplinaire national, je voudrais vous détailler quand même en Suisse les différents acteurs de ce groupe. Alors, on avait déjà 3 auto-représentants, donc c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui ont participé à ce groupe qui s'est réuni plusieurs fois par année durant les 2 années où on a monté cette formation. On a des experts du milieu du handicap et surtout de la formation, donc que ce soit autant sur la formation des adultes
ayant une déficience intellectuelle ou des personnes qui sont actives au niveau de la certification, parce que créer une formation et un nouveau métier, c'est intéressant, mais si on ne certifie pas cette formation, ben voilà, comment on arrive à faire reconnaître tout ça. Des professionnels d'accompagnement à la vie autonome, des directeurs et directrices d'institutions socio-éducatives qui sont quand même des acteurs incontournables, des juristes, enfin un juriste, et puis ben voilà, l'équipe suisse, en fait, on est donc un peu la partie scientifique du projet, où du coup nos partenaires français sont les papillons blancs de Dunkerque, donc c'est voilà, je sais pas, ils ne sont pas forcément dans le milieu de la formation ou de la recherche. La Belgique, c'était le même type, et puis la Grèce, qui eux sont une université. Donc voilà, on était assez complémentaires en fait sur les différents partenaires. La Suisse a donc créé la formation. Pardon. Et du coup, je vais revenir un petit peu là-dessus et sur comment on a pensé les choses. On est parti du principe que si on voulait travailler à l'inclusion, un des axes qui nous semblait le plus pertinent, c'était de partir de l'habitat. Donc, je pense que ça fait assez sens par rapport à un certain nombre d'interventions dans cette CONFCAP. Mais du coup, on s'est dit, voilà, si on part de l'habitat, on arrive à toucher un peu tous les domaines, que ce soit le travail, la santé, les loisirs. En fait, le fait d'habiter quelque part va peut-être déterminer déjà un certain nombre d'autres choses. Donc, par là, on s'est dit qu'on allait partir du territoire pour pouvoir penser cette formation. Donc, on a 4 modules qui ont été créés à partir des échanges avec les différents groupes nationaux dont j'ai parlé juste avant, et de ce qui faisait le plus sens pour ce nouveau métier de facilitateur d'inclusion. Donc, les 4 modules, c'est les connaissances générales relatives au droit à l'habitat, aux droits des personnes, en fait. On s'est vraiment centré sur la CDPH et la L-HAND, qui est la loi en Suisse qui va déterminer en fait un certain nombre de droits et devoirs des personnes en situation de handicap. On a le deuxième module qui a été le plus intéressant pour les personnes qui ont participé, qui est donc la paire aidance, où là, ben voilà, on interrogeait un peu qu'est-ce que c'est que de se retrouver dans ce rôle-là, qu'est-ce que c'est de se retrouver dans un rôle d'aidant alors qu'on a été soi-même aidé, etc., où on l'est toujours pour certaines personnes. Le troisième module, c'était sur l'environnement. Donc, ce que je disais, c'était vraiment autant au niveau du territoire, c'est-à-dire dans quel espace, est-ce que j'arrive à me repérer dans l'espace, est-ce que je sais utiliser un smartphone pour aller à tel ou tel endroit, est-ce que je peux aider une personne à faire ça, mais déjà, est-ce que moi, je sais le faire? Et puis l'environnement aussi de la personne en elle-même, c'est-à-dire ses proches, les professionnels qui travaillent avec, et puis voilà, les gens qui sont déjà là, en fait. Et est apparu au cours de cette formation, qui était une formation test que la Suisse a faite, et on a donc évalué cette formation, et ce qui est vraiment ressorti, c'est que les personnes avaient besoin de faire un stage. Et nous, on était un peu partis du principe qu'elles avaient ce savoir expérientiel, et en fait, qu'elles n'avaient pas forcément besoin de nouveau se mettre dans des situations. Et en fait, si elles avaient vraiment besoin de vivre un peu ce métier-là, alors ce qui était assez paradoxal, comme c'est une formation test, c'est difficile de créer un environnement qui leur permette d'expérimenter, alors qu'il n'y a personne d'autre qui a déjà été formé à ça, en tout cas chez nous. Donc voilà, ils sont actuellement en train de faire ces stages. Donc il s'est agi de définir effectivement qu'est-ce qu'on allait mettre dedans dans ces stages, et quelles étaient les attentes, qui les accompagnent, comment. Voilà, donc c'est un peu ça qui est ressorti. Là où c'est aussi assez intéressant, c'est qu'on s'est vraiment
questionné sur… on a vraiment laissé la place dans cette formation test parce que, je n'ai pas précisé, mais il y avait 5 participants, que les participants vraiment nous fassent des retours. Et comme ils étaient vraiment on en a un peu rigolé, mais c'est comme ça qu'ils se considéraient aussi. C'est une formation test, c'était un peu les cobayes de l'histoire. Et du coup, ils nous ont dit, mais voilà, ils ont vraiment joué le jeu à nous faire des retours d'expérience et nous dire, nous, on a besoin de ça, c'est ça qui fait sens, ça. Voilà, la partie sur les connaissances générales qui étaient axées sur les droits, peut-être, pour le moment, ça ne nous parle pas, peut-être qu'après le stage, ça nous parlera. Et puis, ils ont pu nous dire ce qui était vraiment intéressant pour eux. Et notamment, en fait, ils ont décidé de se réunir en association et puis de créer aussi une plateforme sur Internet, en fait, pour avoir toutes les ressources, tout ce qu'ils ont appris pendant la formation à disposition pour quand ils travailleront sur le terrain. Donc, ils ont été vraiment proactifs et ils le sont encore sur les différentes phases de cette première expérience. L'idée ils ont aussi proposé, en fait, pour les prochaines formations qui vont être données, de faire un binôme entre un formateur ou une formatrice d'adultes et un facilitateur ou une facilitatrice d'inclusion pour vraiment faire un peu de la bérédance dans une formation qui vise à faire de la bérédance. C'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment cette volonté de rester dedans, quoi. Du coup, je ne sais pas, niveau timing, c'est trop tard. 4 minutes? Ah, bon, ça va. Du coup, ce qui m'intéressait de vous présenter aujourd'hui, c'était un peu les enjeux de la création de ce nouveau métier et un peu tout ce qui est ressorti autant avec les groupes nationaux qu'avec les évaluations qu'on a faites avec les personnes qui ont participé à la formation. Mais du coup, voilà, quel rôle pour ces nouveaux acteurs, quelle tâche, quelle responsabilité, quel lien avec les acteurs qui sont déjà présents, les travailleurs sociaux, les familles, les proches. Et puis, quelles sont les limites, quels sont les avantages et les risques d'introduire ce nouvel acteur. Et on l'a dit, la reconnaissance de la formation, comment est-ce qu'on certifie et de là, quelle rémunération en fonction du diplôme ou du certificat, quelle rémunération en pensant aussi en Suisse, on a l'assurance invalidité, donc une allocation pour les personnes qui ont un handicap et qui peut disparaître si vous avez un revenu trop élevé. Et du coup, si les personnes, les facilitateurs et facilitatrices d'inclusion sont rémunérés à un certain montant, elles risquent de perdre cette assurance invalidité. Et du coup, si elles perdent leur job, ça fait toute une démarche extrêmement lourde pour de nouveau retrouver cette allocation. Donc, il y a ces enjeux-là qui sont très présents, en tout cas en Suisse. Et puis, quel soutien, en fait, quelle supervision pour les personnes qui vont accompagner d'autres comme ça sur le terrain, d'autres personnes qui ont une déficience intellectuelle également, et puis comment elles vont arriver comment, en fait, l'idée, c'est de ne pas les laisser toutes seules là-dedans, parce que les travailleurs sociaux sont rarement laissés seuls et ils travaillent surtout en équipe, mais là, du coup, qui devient un peu… qui devient l'équipe? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels du travail social et en même temps, dans quelle position ça peut les mettre ayant été accompagnés par des personnes, par des travailleurs sociaux? Donc voilà, c'est un peu tous les enjeux et je pense qu'ils ne sont pas tous listés, mais qui émergent de cette création de formation. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que vous avez des questions sur ce nouveau métier de facilitateur-facilitatrice qui a pu être présenté sur la Suisse et peut-être sur on dit nouveaux métiers, mais il y a des choses auxquelles peut-être ça vous fait penser sur des choses qui émergent aujourd'hui en France dans les différents métiers.
et qui pourraient être d'ailleurs des passerelles avec votre expérimentation. Je ne voudrais pas dire oui, Loïc, alors peut-être. C'était une question que je voulais poser justement. Quel lien avec des métiers qui émergent comme coordinateur de parcours en France, par exemple? Alors, pour le coup, moi, je travaille en Suisse, donc je n'ai pas forcément… Mais peut-être si vous m'expliquez… Le principe du coordinateur de parcours, si je ne me trompe pas trop, on reprendrait mais l'idée du coordinateur de parcours, c'est un étage supplémentaire dans les organisations qui permet justement d'articuler les différents intervenants possibles autour de l'accompagnement d'une personne de manière à fluidifier un peu le parcours, à éviter les ruptures et à faire en sorte qu'on soit une personnalisation un peu plus importante. Alors là, c'est l'idée telle qu'on l'a développée en Suisse, donc c'est peut-être pas assez précis, mais par rapport à l'habitat, c'est vraiment que, pour vous donner un exemple concret, on a une personne qui a une déficience intellectuelle et qui va venir habiter dans un nouveau quartier. L'idée, c'est que là, le facilitateur d'inclusion, ils viennent le rencontrer et puis ils aillent ensemble à certains endroits et puis que la personne prenne confiance au fur et à mesure pour s'approprier en fait le lieu, aller dans des commerces, aller, je ne sais pas, chez le médecin en tout cas, ou autre en fait, juste ou ce qu'elle a envie, ou des loisirs en fait, mais qu'on ait une personne qui soit là pour faire le lien entre les personnes vers qui la personne qui a une déficience intellectuelle a envie d'aller, et puis de faire un petit peu une traduction parfois, de simplement trouver un langage commun pour qu'on puisse se comprendre en fait. Donc pour moi, il n'y a pas forcément l'idée de parcours ou ce n'est pas forcément quelqu'un qui va accompagner sur du long terme, mais plutôt soit dans ces moments-là, quand on vient d'emménager dans un nouveau quartier, soit en fait c'est assez libre pour le moment sur quel type de poste, quel rôle ils vont avoir. On a été récemment, on a rencontré des professionnels qui nous disaient « mais moi je vois bien cette personne intervenir » parce qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de mal dans les transports en commun et puis je pense qu'il y a besoin de quelqu'un qui a peut-être des caractéristiques similaires mais qui est à l'aise finalement dans les transports en commun pour rassurer la personne et pour qu'elle puisse progressivement arriver à le faire seule. Peut-être qu'un travailleur social ne l'aurait pas saisi de la même manière, par exemple. Et puis, la relation que la personne aidée va avoir avec le facilitateur d'inclusion est aussi, et ça c'est beaucoup ressorti, moins hiérarchique, même si on essaye de sortir de ce genre de relation dans le travail social. Est-ce que vous parlez des accompagnables? Non. Alors, je sais que moi, du coup, je suis à Meaux et je sais qu'il y a Rachel Thibault, par exemple, qui a monté un programme justement pour développer la concernée sur les questions de santé mentale et de trauma. Elle avait monté un programme avec des personnes qui venaient de Syrie. En fait, c'était au Canada, il y a eu beaucoup d'accueil de personnes syriennes. Et en fait, je sais que c'était les ergothérapeutes qui avaient été choisis pour former les facilitateurs d'inclusion pour que eux-mêmes puissent accompagner les personnes syriennes qui arrivent au Canada. Ouais, c'est bon, je prends. Merci en tout cas. Excusez-moi, quand vous êtes surtout au fond, est-ce que vous pouvez parler bien fort? Parce que du coup, pour qu'ils entendent les gens aussi. Ça, vous nous entendez bien? Oui, sauf quand c'est au fond, effectivement. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est développé sur le territoire suisse de façon importante, puisque c'est tout récent. Alors là, c'est une expérimentation, ouais. Donc, est-ce que la perspective comment s'imagine la perspective de pouvoir interpeller le facilitateur de la part des gens? Est-ce qu'il y aura un registre? De quelle manière les gens vont pouvoir l'interpeller? Alors, nous, on en est plutôt à la phase où on vient de créer cette formation, d'évaluer et donc de faire des recommandations sur ce qui serait, sur comment l'améliorer. Quelque part, nous, notre travail en tant qu'école de travail social, il s'arrête là. Et c'est pour ça que les groupes nationaux qui
dont font partie un certain nombre d'acteurs stratégiques. L'idée, c'est un peu on leur a pas caché, nous, on n'est pas là pour continuer ni à donner cette formation, ni à la visibiliser, mais pour le coup, c'est vraiment de dire, on a créé ça et maintenant, il faut en faire quelque chose. Et ce qui, pour le coup, marche très bien dans le sens où tout le monde y trouve vraiment du sens, quoi. Donc maintenant, c'est plutôt les acteurs de terrain, les politiques qui vont devoir s'en saisir, effectivement. J'avais une question, moi, sur les participants à cette première phase de formation. Ils ont fait leur stage rattaché à quelle structure? Alors, ils sont en train de les faire. C'est quelque chose qui est ressorti des évaluations qu'on a menées là plutôt au printemps. L'idée, c'est qu'ils fassent leur stage dans l'été ou à l'automne. Donc, ils ont commencé, je crois, il y a quelques jours. Mais il y a 2 versions qui sont proposées. En tout cas, on a fait dans 2 cantons, donc 2 régions en Suisse, à Lausanne et à Genève. Et puis, l'idée, c'est qu'ils le fassent avec des institutions, effectivement, des institutions ou des services qui offrent, qui sont à domicile, en fait, des services qui accompagnent à la vie autonome. Donc, ils sont avec des travailleurs sociaux et puis ils vont travailler un peu sur leur posture. Chacun a des objectifs généraux, on va dire, liés à la formation et des objectifs personnels à développer pendant ce stage. Mais pour répondre à votre question, donc sur sur Lausanne, c'est plutôt dans un service à domicile. Et sur Genève, c'est encore en train d'être réfléchi, mais ce serait lié probablement à une grosse institution du canton de Genève. Chantal Bruno, coordinatrice Cap Droit. Je voulais savoir si vous étiez en contact avec des instituts de formation de travailleurs sociaux. Et est-ce que vous êtes dans la dynamique de créer une espèce de référentiel métier? Alors, nous, on est la Haute École de Travail Social de Genève. Donc, on forme les travailleurs sociaux. La formation devrait être reprise prochainement, en fait, en tout cas à Genève, par une association qui forme des personnes qui ont un handicap, donc, qui est spécialisée en fait dans le fait de donner des formations à des personnes qui ont un handicap. Donc, ce ne seraient pas les écoles de travailleurs sociaux qui les formeraient. Peut-être j'ai mal compris votre question. Non, c'est ça. Que ça pourrait être une école, un centre de formation comme ça qui pourrait former ces personnes. Après tout, si on est dans l'inclusion aussi, pourquoi pas prévoir quelque chose? Puisque pour d'autres métiers, on reçoit des personnes handicapées sur d'autres métiers dans les instituts de formation de travailleurs sociaux. Oui, alors il me semble que c'est tout à fait juste. Après, nous, on est plutôt parti du postulat qu'on créait cette formation, puis on ne voulait pas que ça reste chez nous non plus. Et donc, l'idée, c'était plutôt de la transmettre en fait aux différents acteurs qui sont déjà sur le terrain ou qui pourraient la reprendre, se créer en autre association. Typiquement, sur Lausanne, pour le moment, il n'y aurait pas le même type de centre de formation qu'il y a sur Genève. Donc, peut-être qu'il y a autre chose qui va émerger comme dispositif de formation qui reprendrait ce qu'on a créé. Oui, je pensais à la France aussi, évidemment. Ouais. Très bien. Je vous propose qu'on en reste là sur cette partie-là pour que tout le monde puisse prendre la parole, et notamment les intervenants, et passer à vous, Jean-François et Roselyne, sur la situation d'une personne avec une mesure de protection, il me semble, et qui va permettre d'appréhender autrement, en tout cas, la question de la transformation du métier, puisque là, on n'est pas sur un nouveau métier, mais un ancien métier, mais qui amène à devoir repenser sa posture professionnelle pour pouvoir accompagner au mieux des personnes qui Il vaudrait mieux venir ici pour le micro. Ok. Ce sera plus agréable pour les gens. En attendant, je voulais vous féliciter pour les capsules. Je trouve que c'est formidable. Donc Jean-François Waro, je travaille dans un service de mandat judiciaire et plus particulièrement de protection juridique des majeurs dans le Tarn-et-Garonne à l'UDAF. Voilà.
Alors, comme le disait Cyril, effectivement, ce n'est pas un nouveau métier puisque c'est un métier qui existe depuis de nombreuses années et qui a connu effectivement une évolution au niveau du cadre juridique et qui continue effectivement à évoluer. Ce qui était important pour nous, au-delà même de cette évolution juridique et par rapport à la raison de cet atelier, c'est comment et quel sens on donne à notre mission dans le cadre de notre accompagnement, sous-entendu accompagnement à la prise de décision. Je pense important de préciser ça parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette assimilation à l'accompagnement social en ce qui concerne nos métiers. Et on est vraiment dans un accompagnement à la prise de décision et ça doit être, il nous semble en tout cas à l'UDAF, mais ailleurs aussi, hein, le cœur même de notre mission. Donc pour ça, on s'est appuyé sur une situation d'une dame qui s'appelle donc Madame Franck. Madame Franck est âgée de 59 ans. Alors, pour aller vite un petit peu sur son histoire, hein, c'est une personne qui est d'une fratrie de 7 enfants, dont les parents avaient déjà des troubles psychiques. Et cette personne a été jalonnée dans son parcours par effectivement des passages en institution. Alors, dès son plus jeune âge, hein, puisqu'elle est passée en IME, ensuite en IMPRO, en ESAT, donc tout ce que vous pouvez connaître effectivement, en tout cas de parcours institutionnel. Donc, très rapidement, à l'âge de sa majorité, cette jeune femme a eu des périodes d'hospitalisation en milieu psychiatrique qui ont duré un certain nombre d'années, puisque de ses 18 ans, donc de sa majorité jusqu'à l'âge de 27 ans, elle a été effectivement en milieu psychiatrique, alors que ce soit dans le département du Lot ou dans le département du Tarn-et-Garonne, selon l'évolution effectivement de ces lieux de vie. Il y a des diagnostics, alors je ne vais pas rentrer dans les diagnostics psychiatriques. Tout le monde a eu accès au support ou pas? Non, on n'a pas forcément regardé, D'accord. même s'il est accessible. Donc, juste simplement pour préciser les choses, hein, donc le diagnostic qui a été posé par le psychiatre, il parlait de dissociatif avec troubles graves du comportement à type de fugue d'errance, selon un diagnostic donc, du médecin. Et avec effectivement aussi comment on appelle ça, pardon, je reprends mon texte, une déficience intellectuelle et une pathologie cicatricielle d'une psychose infantile de type disharmonie évolutive de la seconde enfance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est au moins pour poser un petit peu le contexte et le diagnostic de ce qui a été posé. Sur le plan clinique, cette jeune femme donc, présente un petit peu ces caractéristiques-là. Et ensuite, sur le plan somatique, en 2016, elle a été hospitalisée en urgence suite à une compression de la moelle épinière. Et les conséquences de cette hospitalisation ont été notamment une paralysie des membres inférieurs, donc une paraplégie qui a réduit fortement donc son autonomie fonctionnelle. Cette personne a continué effectivement à vivre en milieu psychiatrique hospitalier pendant un certain nombre d'années, jusqu'à un passage en post-cure où là, elle a rencontré un monsieur Avril, avec lequel elle a fait le choix de vivre en appartement autonome. Et précédemment aussi, elle a bénéficié d'une mesure de protection juridique de type assistance avec le mandat de gestion, à savoir une mesure de curatelle renforcée. Donc, face à cette autonomie fonctionnelle, pour venir en tout cas la compenser, elle a bénéficié d'un certain nombre de dispositifs, à savoir la mise en place d'infirmières à domicile à raison de 3 fois par semaine, l'intervention également d'aide à domicile, qui ont facilité cette autonomie au domicile sur le plan fonctionnel. Et au regard aussi d'un caractère très particulier, ou en tout cas voire acariâtre, sans jugement de ma part, mais de la part de cette personne, très rapidement,
les professionnels qui intervenaient autour de la situation de madame se sont un petit peu épuisés, amenant effectivement certains à pouvoir renoncer aussi dans l'accompagnement, qu'il soit médical ou d'aide à domicile au quotidien. Donc, l'inquiétude du professionnel qui intervenait dans le cadre de la mesure de protection a rapidement pris contact avec le médecin qui connaissait bien cette personne, médecin qui, sans forcément rencontrer la personne, a fait le choix de dire il fallait absolument qu'elle rentre en structure et également sur la base d'un certificat médical. Donc, le professionnel face à, en l'occurrence, je me permets de la montrer, c'est Roselyne, face à cette situation, alors elle aurait pu prendre acte simplement du choix du médecin et s'en tenir à ça, puisque on sait tous aussi aujourd'hui la place, en tout cas, notamment nous dans notre métier, que peut avoir le milieu médical, ou en tout cas et sur la cité de façon générale aussi, hein, du médecin sur des décisions à prendre, puisqu'aujourd'hui, nous, on n'est pas experts, en tout cas, de cette question-là, et il nous semble important, en tout cas, d'étayer, puisqu'on a des comptes à rendre, notamment à un juge, notamment sur la question du lieu de vie, puisqu'il faut savoir que la question du lieu de vie, c'est considéré comme un acte personnel, donc la personne est censée choisir elle-même où elle veut vivre, et que en cas de désaccord entre le professionnel, le curateur et la personne, c'est le juge seul qui est amené à trancher ce choix-là. Pierre n'hésitera pas à me corriger si je me trompe dans mes propos. Donc, à ce titre, le médecin donc, a posé effectivement, sur la base de ce certificat médical, le lieu de résidence de madame dans une structure. Donc, comme je disais, Roselyne ne s'est pas arrêtée là, mais en tout cas a fait le choix de se rapprocher également à la fois des professionnels qui intervenaient au domicile, c'est-à-dire entendre aussi leurs paroles, entendre aussi le choix de madame dans sa décision, puisque la première actrice de ce choix-là était bien madame Franck. Donc, elle s'est rapprochée notamment de la psychiatre, des infirmiers, aide à domicile mettant en avant notamment que madame, sur des temps de la journée, elle était seule et qu'il y avait une réelle mise en danger, selon eux, selon ces professionnels, de madame, sachant qu'elle était alitée au domicile, en tout cas sur cette période-là, parce qu'elle avait également un fauteuil roulant qu'elle ne pouvait plus utiliser, puisque au regard de l'évolution de sa situation, notamment sa morphologie, ce fauteuil, elle ne pouvait plus l'utiliser. Il y avait nécessité de mettre en place un fauteuil sur mesure pour pouvoir lui permettre éventuellement de se déplacer au domicile, en sachant que dans ce domicile-là, ce nouveau fauteuil ne passait pas entre la porte, et donc du coup, cuide effectivement de sa capacité à pouvoir se déplacer dans le domicile. Donc, Roselyne a fait le choix donc, de rencontrer le psychiatre et les intervenants. Certains, effectivement, étaient las de pouvoir continuer face à un comportement un petit peu donc, excessif de cette dame-là, mais aussi mettant en avant, donc, je vous disais, les risques pour elle parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait pas faire ses courses seule. Elle avait malgré tout à proximité un téléphone qui pouvait lui permettre d'appeler les urgences si ça le nécessitait. Au cours de cette synthèse, le choix a été fait malgré tout de maintenir le choix de madame, de le soutenir en tout cas pour qu'elle puisse rester à domicile. Donc, en allant un petit peu à l'encontre, malgré tout, du choix de ce médecin qui peut être après questionné, mais en tout cas, on est allé au bout de cette question-là, et un rapprochement également avec le bailleur pour éventuellement faciliter le maintien à domicile avec la venue de ce nouveau fauteuil roulant pour permettre effectivement la circulation
dans le domicile. Alors, toutes ces questions-là viennent un petit peu interroger notre mission à nous, de mandataires judiciaires, sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, en tant que professionnel des mandats judiciaires, on est constamment face aux partenaires extérieurs, et à tout tiers quel qu'il soit. 5 minutes. On est constamment face à la question de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on doit toujours justifier, alors que ce soit au juge ou à l'extérieur, des actes qu'on a pu mettre en place pour éviter la mise en danger potentielle de la personne, sans forcément se questionner du choix de cette personne-là, de sa capacité à pouvoir dire quelles sont ses préférences et ses souhaits. Donc ça, c'est une première difficulté. Ensuite, aujourd'hui, nombre de décisions concernant le choix de la personne est constamment validé par une position médicale, ce qui pose question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expertise que peut avoir éventuellement le professionnel que nous sommes n'est pas forcément pris en compte de façon, enfin en tout cas équitable par rapport au choix d'un médecin, puisqu'il faut savoir que nombre de réponses ou de décisions sont toujours marquées par ce certificat médical. Et ensuite, un point sur lequel je voulais aussi insister, sur la question de l'autonomie de vie, et c'est la question aujourd'hui des mesures de protection, et notamment la question de la sémantique par rapport aux mesures de protection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on lit un jugement, il est précisé que la personne est placée sous tutelle ou sous curatelle, et je pense que c'est quelque chose qui est amené à devoir être interrogé, à mon sens, parce que ça pose ce que disait Chloé tout à l'heure, hein, par rapport au père aidant, à la différence avec un professionnel, une posture de dominant-dominé qui est certes inconsciente, mais malgré tout, qui pose les choses de cet ordre-là, alors que c'est un système qui devrait être un bénéfice pour la personne, pour effectivement être aussi, puisqu'on s'inscrit un petit peu là-dedans, en étant un facilitateur, nous, d'inclusion sociale. Et pour finir autour de ça, on a imaginé en tout cas un accompagnement éthique en ce qui concerne notre mission, autour de 3 actions qui seraient croire, informer, faciliter. Croire au sens de partir du principe que, alors ce qu'on entend beaucoup ici aussi, hein, la question de la présomption de capacité de la personne, ce n'est pas parce qu'effectivement une personne a par exemple une autonomie fonctionnelle qui est amoindrie, qu'il n'y a pas cette, entre guillemets, autonomie morale qui lui permet effectivement de faire des choix et de pouvoir dire quelles sont ses préférences. Et après, l'information, c'est qu'aujourd'hui, il y a une distinction forte à faire aussi, qui peut être des fois biaisée dans nos missions, c'est la différence entre informer et conseiller. Aujourd'hui, l'idée de l'information, c'est vraiment amener la personne à partir d'une position et de choix neutre, ne pas influencer effectivement par rapport à une projection de valeurs qui seraient les nôtres dans la perspective de ce qui semblerait être bien pour elle. Et ça, c'est quelque chose auquel, effectivement, qui est vraiment, en tout cas, à prendre largement en considération dans nos fonctions du lien à l'autre, de cette projection du bien à l'autre qui est vraiment aujourd'hui à mettre de côté, même si on a tous effectivement cette attention qui est certainement bienveillante, mais sans prendre en considération le choix de la personne. Je m'arrête là. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des souhaits d'approfondissement justement sur... Vous aviez annoncé 3 choses. Croire, informer et une autre dernière. Croire, informer et faciliter. Ah, vous l'avez dit. Mais oui, pas de souci.
sur cette manière de penser autrement justement la posture d'une manière globale des professionnels, parce qu'en soit dans la présentation de Chloé ou dans celle de Jean-François, on voit très bien comment comment il est attendu aujourd'hui qu'on puisse se positionner vis-à-vis des personnes en posture de soutien, justement pour reprendre l'information, éviter d'imposer en tout cas un certain nombre de valeurs et de normes qu'on peut avoir, et d'arriver justement à déplacer ces postures un peu traditionnelles qu'on peut avoir dans le secteur médico-social, qui vient dérouler des cheminements qu'on pense être meilleurs pour la personne, sans forcément partir de l'environnement de la personne elle-même et de son système de référence, on va dire, dans ce qu'elle souhaite, aspire dans son fonctionnement. Est-ce qu'il y a peut-être, ça fait peut-être écho à d'autres choses? Oui. Moi, je ne connais pas du tout l'étude de l'État, mais quand je fais le lien entre les différentes interventions, je suis thérapeute. En tout cas, moi, je sais que dans ma formation, j'ai été formée, aujourd'hui, je dis déformée, à avoir une certaine posture professionnelle. On m'a mais en même temps, on m'a appris à mettre une distance thérapeutique avec la personne. Et du coup, ce qui faisait que je m'étais créé un personnage. En fait, j'étais devenue un personnage qui travaillait avec les personnes. Et pourtant, les valeurs de démocratie participative, tout ça, c'est des choses que j'ai toujours valorisées. Mais je ne me rendais pas compte qu'en fait, je mettais j'avais une posture de personne sachante. Donc, on n'était pas dans une relation horizontale avec les personnes. Et du coup, le lien, c'est, moi, le moment, donc j'ai été formée aussi au rétablissement, etc., mais le moment où j'ai vraiment compris le changement de posture et où je l'ai même ressenti physiquement, émotionnellement, c'est quand j'étais au COFOR. Donc, le COFOR, c'est le centre de formation au rétablissement. Donc, c'est un centre de formation pour des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, qui viennent être formés par des pères aidants, que vous appelez facilitateurs d'inclusion. Donc, il y a 4 modules, et là, il y a le développement d'un 5e module, justement pour devenir père aidant. Et du coup, tous les facilitateurs sont des personnes concernées, et le fait d'avoir travaillé au COFOR, je pense que c'est là où j'ai vraiment réalisé ce que c'était d'avoir une relation horizontale avec les personnes, et je pense que c'est la vraie force des pères aidants. Quand tu parlais d'horizontaliser les relations, c'est même pas que avec la personne, enfin avec la personne évidemment, mais je pense qu'avoir un père aidant au sein d'une équipe, c'est ça qui nous permet d'horizontaliser les relations, parce que le père aidant va pouvoir dire, il a savoir expérientiel, donc forcément, il va pouvoir dire, non mais là vous êtes en train de réfléchir à la place de la personne, enfin plein de choses comme ça. Même là où je travaille en ce moment, je le vois aussi sur les équipes qui ont tendance à penser à la place d'eux, à croire ce qui est bon pour les personnes, etc., vouloir mettre des règles sans demander directement aux personnes. Je ne sais pas si c'est clair. Non, vas-y. Je trouve très intéressant, d'autant plus que nous, on avait justement dans ce module père aidant axé pas mal sur le fait, comment on ne prend pas de décision à la place d'une personne. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'eux ont super bien intégré dans la mesure où ils ont déjà vécu. Le fait que des fois, on prenait des décisions à leur place et que c'était extrêmement violent. Et du coup, oui, là, je parle vraiment de eux dans leur futur métier de facilitateur d'inclusion. C'est vraiment une force parce qu'eux, ils en ont tout à fait conscience et ils savent où est la limite et qu'ils peuvent accompagner la personne à tel ou tel endroit, mais ils ne décideront pas pour elle. Et c'est extrêmement bien respecté, quoi. Mais de par, malheureusement, de leur expérience, en fait. Ouais. D'abord, je souscris entièrement les tensions. Je souscris entièrement aux tensions que vous soulevez, effectivement, cet entre-deux permanent entre protection, autonomie, respect, affirmation des droits, vigilance, etc. C'est notre croix de mandataire et c'est ce qui rend le métier passionnant. Mais par contre, je voulais faire un point exactement. Enfin, j'avais noté un peu ce que vous avez exposé, Chloé, sur les enjeux de la création d'un nouveau métier. Et je crois qu'on est vraiment dans un parallélisme total. Alors, c'est vrai que c'est un nouveau métier. Mandataire, par contre, c'est une nouvelle profession, c'est-à-dire depuis 2009. Les tâches existent depuis très longtemps, mais formellement, on est DPD.
Et là, si je reprends ton modèle, Chloé, rôle, tâche, responsabilité, là, vous êtes en plein là-dedans. Hein, qu'est-ce que dans cette situation située, voilà, où sont oui, mon rôle, où sont mes responsabilités, etc. Tout ça est en tension, pas clair. C'est en train de se définir. Collaboration avec les autres acteurs, donc quand tu exposes, on doit le justifier, on a une présomption, non, comme je disais, oui, la charge de la preuve nous appartient en permanence, etc. Et la confidentialité, les limites, exactement en même temps. Bon, reconnaissance, formation, modalité salariale, ça, c'est pas dans ta situation, mais c'est un truc exclusif au sommet de l'État actuellement. Donc, je mets de côté, mais c'est vraiment d'actualité. Et soutien, supervision, dans ce type de situation, tout est appliqué. Enfin, là aussi, comment une injonction paradoxale de cette situation parmi plein d'autres, mais en gros, les professionnels disent elle se met en danger. Bon, et toi, c'est au milieu, est-ce qu'elle n'a pas le droit de se mettre en danger? Mais si elle se met en danger, où sont mes responsabilités? Mais si elle est autonome, c'est aussi par rapport à son choix et avec les risques que ça comprend. Je crois que cette question de la prise de risque aujourd'hui, elle commence à émerger, mais on est dans une société où effectivement on est quand même dans un risque zéro, pratiquement systématiquement, hein, quels que soient les comportements ou la fonction qu'on peut avoir. Et c'est important aussi que nous, en tant que professionnels, on puisse accompagner ce risque-là, sous réserve bien sûr de là où on met le curseur, mais on est souvent attendu aussi sur cette question-là. Et ça, c'est vrai que pour les professionnels que nous sommes, il y a un réel travail effectivement d'information et de communication sur ça. Est-ce que Chantal ou Céline, vous avez des questions? Non, j'ai pas de questions. Je voulais juste réagir. Alors moi, je ne m'étais pas présentée, je m'excuse. Je suis Céline Pissy, je suis travailleuse sociale à l'association de l'hôtel social. On travaille autour de l'hébergement et du logement, de l'accès au logement, du maintien dans le logement, avec différents outils, des baux glissants, de l'accompagnement social, des places en centre d'hébergement. On a été dans une démarche, enfin on l'est encore, de sensibiliser aux notions de rétablissement et d'essayer de s'inventer, même si on n'est pas dans le champ de la santé, une méthode orientée rétablissement. On a intégré une collègue, alors elle ne se nomme pas travailleur pair, elle se présente en tant qu'intervenante sociale pair, alors ce qui parle ou pas aux gens qu'on accompagne. Par contre, je ne sais plus laquelle des personnes a dit qu'il fallait qu'on s'enlève la posture de personne sachante. Je pense que c'est à nuancer parce que les personnes qui viennent nous rencontrer viennent aussi chercher des infos sûres et ils demandent à ce qu'on continue de se former pour qu'on leur apporte des questions des fois très précises sur de l'accès au droit, sur du maintien de droit, sur… voilà, donc enfin, je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver entre effectivement aller vers plus d'horizontalité, mais quand ils nous demandent d'être sachants, qu'on sache aussi être sachant. Juste en fait, en termes de timing, on est juste. Mais allez-y, si ça prend 30 secondes, je vous laisse la parole. Quand je dis en horizontalité, la personne, elle a des savoirs. Et si on est horizontaux, bien sûr, on a des savoirs. Donc, je ne voulais pas du tout dire qu'on n'avait pas de savoir, juste… Voilà. Oui, c'était sans doute d'insister sur ça petit plus, y avoir une asymétrie, mais pas de valeur asymétrique à donner à ces savoirs entre les deux. Et ça reprend cette posture de dominant-dominé aussi, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. On peut effectivement être expert et avoir le savoir sans être effectivement dans une position de domination et d'imposition de ce savoir-là à l'autre. C'est en termes d'information qu'elle va faire le choix de prendre ou de ne pas prendre. Là, dans le cas d'espèce, on a plusieurs personnes sachant à sa place, mais Bien avec sûr. des choses différentes. Tout à fait. Il y avait des avis différents et il y a un peu une lutte de pouvoir aussi en fonction des places, le médecin, le mandataire, ce que veut la personne qui se bat pour la position inverse. Et là aussi, il y a tout ça qui rentre. Il faut regarder. C'est la même chose, le professionnel a des savoirs techniques, des expertises qui proposent. Ça veut dire qu'il sait ce qui est bon pour l'autre. Exactement, tout à fait. Deux endroits complètement différents.
Très bien, je vous remercie. Je vous propose qu'on passe la parole à Louise et Naïm, si vous en êtes d'accord, et de vous rapprocher vers l'ordinateur, ça vous entendra mieux. Alors, nous, on va parler d'une autre classe. On va faire part chacun de notre pratique, de notre expérience, de notre pratique, en lien avec des formations que j'anime depuis une quinzaine d'années. Je présenterai peut-être un peu mieux après, au sein d'associations d'insertion par le travail, telles que Messidor ou Travail Même, donc une association qui existe depuis 45 ans en Rhône-Alpes. Et parmi d'autres, puisque moi je suis indépendante, je suis sociologue et formatrice indépendante. En tout cas, c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui j'interviens ici et que j'anime ces formations. Voilà, elle s'appelle Communication, gestion du quotidien et communication, expression, relation, pour les deux dont on va parler tout de suite là. Et elle dure 3 mois environ, avec des groupes d'environ 8 personnes en situation de souffrance ou de troubles psychiques, et donc à raison de 3 heures par semaine. Voilà. Donc, ce sont des formations, on les appelle comme ça, mais c'est une forme assez difficile, c'est une forme sociale assez difficile à qualifier. Ce sont des formations qui visent le renforcement des compétences psychosociales et plus particulièrement qui vient zoomer sur ce qui se passe dans les interactions de communication. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on a préparé ça un peu à notre manière, cette prise de parole-là, et qu'on ne savait pas très bien dans quel axe on allait être. Autrement dire qu'on ne va pas forcément faire des ponts tout à fait directs avec l'axe qui est affiché sur la porte, et qu'on a plutôt pris le parti de assez simplement réfléchir au thème de la journée, autonomie de vie. Voilà, donc on va dire comment on travaille ça chacun, comment on l'envisage chacun. Voilà, est-ce que c'est suffisamment clair au niveau des éléments de cadrage? Oui. Je laisse la parole à Naïm qui peut dire des choses, puis je prendrai la suite. Donc, je m'appelle Gevash Naïm, je suis à l'association Messidor depuis 3 ans. Et actuellement, je travaille à Renault-Volvo en unité de production. Je fais du déballage et du conditionnement. J'ai commencé par l'unité de réentraînement pendant 3 mois, ce qui m'a permis de reprendre voilà, de me remettre à niveau, de me relancer dans le travail. Et ensuite, voilà, j'ai fait des formations avec Anne-Louise CGQ et CER. Et j'ai fait un petit texte pour l'autonomie. Pour parler de ce que c'est. Voilà. Pour moi, l'autonomie, c'est quoi? Pour moi, l'autonomie, c'est agir dans mon quotidien sans être dépendant de qui que ce soit. Exemple, dans le domaine du travail, c'est pouvoir effectuer des tâches qui me sont données sans attendre après quelqu'un ou me retrouver en difficulté. Et dans mon quotidien, c'est me permettre de répondre par moi-même à mes besoins simples. En quoi la formation joue sur l'autonomie? La formation joue sur l'autonomie car elle permet d'avoir confiance en soi par l'apprentissage. La formation donne les clés pour réussir à être indépendant et à se gérer seul. Elle permet de développer notre savoir-faire et notre savoir-être, ce qui rend plus autonome. Par exemple, l'interprétation et l'observation. Quand on a travaillé sur cette différence-là. Voilà, lorsqu'on a travaillé sur cette différence-là. Je vais plus facilement vers les autres maintenant. Depuis que j'ai fait la formation, je discute plus facilement. Parce qu'on avait des temps de dialogue pendant la formation. Quand on commençait la formation, on avait une demi-heure pour nous exprimer, pour parler de notre semaine, ce qu'on a fait. Voilà, elle nous permet de nous libérer un petit peu, quoi. Et puis après, c'est surtout sur cette question du lien, de la relation qu'on s'entraîne, qu'on échange. Alors, ce que j'ai vécu dans ce groupe. Dans ce groupe, j'ai vécu des moments agréables par le jeu. Les exercices, cela m'a permis de prendre plus confiance en moi et d'être moins réservé.
et d'apprécier la formation. Ben, mes moments préférés sont les jeux de synchronisation et le guidage à l'aveugle. C'est des exercices qu'on a fait en fait. C'est un peu codé ce qu'on dit là. Peut-être on peut expliquer, non? Ben, le guidage, en fait, c'est un guidage à l'aveugle, quoi. On demande à un collègue de nous guider, quoi. On l'a fait en extérieur, c'était sympa, j'ai bien aimé. Il faisait beau, c'était bien. Et le jeu de synchronisation, il faut prendre des baguettes, on le fait à deux, et il faut être synchronisé sur les mouvements. Voilà, ça aussi, c'était sympa. Ensuite, quels sont mes objectifs pour plus d'autonomie? Pour être plus autonome, mes objectifs sont de réutiliser les choses apprises lors de la formation, de savoir quand discuter avec mes collègues et quand il faut travailler et ainsi ne pas avoir de remarques parce que je suis un peu bavard au boulot. Et faire attention à mon argent afin de tenir le mois et de gérer seul sans rien demander à ma famille. Aussi d'arrêter de fumer, de faire du sport, de trouver des projets, des objectifs pour me motiver à avancer. C'est ce que vous avez listé comme perspective en lien avec votre autonomie. Ok. Est-ce que j'enchaîne direct de ma place ou... Peut-être. Ouais. Ouais. On va regarder en fait entre les deux. Alors, moi, je dirais que la problématique que j'essaie de travailler dans ces groupes depuis donc un peu plus de 15 ans maintenant, c'est comment on s'outille dans son lien au monde. C'est une grande question et j'ai des petits morceaux de réponse, enfin de propositions de réponse. Quelles compétences à acquérir ou à renforcer pour que chacune comprenne un peu mieux ce qu'il joue dans les relations sociales et donc subisse un peu moins. Donc, je me suis posé la question à ce titre-là de savoir en quoi la formation participait d'un chemin donc, vers l'autonomie de vie. Et je ne sais pas répondre, mais le pari que je fais pour me rapprocher de cette finalité avec les personnes que ça concerne, c'est de prendre le temps de considérer les codes sociaux avec eux, explicites ou implicites, et de mobiliser des habiletés, des ruses, des tactiques, des stratégies qui sont souvent déjà mises en œuvre en fait par les participants au groupe et qui peuvent se partager pour, on va dire, inspirer d'autres personnes en groupe. Et tout cela afin de mieux se situer dans les jeux et dans le monde social. Plus pragmatiquement, ça se met en œuvre selon plusieurs principes. Et le premier d'entre eux, c'est qu'on n'a aucune obligation de résultat, mais plutôt une invitation à la mise en dynamique, à la mise en mouvement. On privilégie le processus, le mouvement, autant, j'ai envie de dire, dans les objectifs que même dans la forme de la formation. Naïm vient de parler, par exemple, de temps où on a pu aller dehors et où on a pu se mettre, pour le coup, vraiment en mouvement, parce que moi, j'estimais que par rapport à ce que je percevais du groupe à ce moment-là, puisque je ne fais jamais vraiment la même chose, évidemment, avec les groupes, eh ben, c'était intéressant qu'on passe par le corps et des jeux de synchronisation pour éprouver la question de la justesse, de l'intérêt de s'écouter, et même là, pour le coup, de se regarder, puisque c'était des jeux en silence, où il était question de ce que c'est que la communication non verbale. Donc, voilà, Naïm parlait de ça tout à l'heure. Ce que j'essaye de mettre au centre de la formation, c'est les expériences et les compétences qui sont déjà présentes dans le groupe. Ce pourquoi Naïm parlait aussi d'un temps qui est assez long et qui se rallonge en fait au cours des 3 mois. Au début, où on boit le café et où chacun s'exprime sur sa semaine. Voilà, et dit ce qu'il a envie de dire et éventuellement pose ce qui peut concerner le sujet, c'est-à-dire les relations, ce qu'on vit dans ces relations, et qui a pu être problématique pour lui ou qui en ce moment est une question vive et qu'il a envie qu'on traite, etc. Donc, assez régulièrement, on fait du hors-piste, c'est-à-dire que j'ai une espèce de trame, de programme avec des axes, et selon ce qui émerge, en fait, on peut s'accorder dans le groupe en se disant, bon, est-ce que tout le monde est OK pour que là, vu le bug qu'il y a dans le service, puisque les personnes ne viennent pas des mêmes unités de travail,
Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas pour se poser des questions sur le conflit, quoi, par exemple, avec ses collègues? Et ça nous est arrivé, et ben, du coup, on a décidé ensemble qu'on se prenait 3 heures là-dessus. Donc, moi, je change mon fusil d'épaule et puis, du coup, je m'ajuste dans la mesure de mes compétences quand je peux accompagner sur les thématiques qui sortent. Sinon, j'essaye de faire de l'orientation vers d'autres lieux. En quoi la formation participe de l'autonomie? De qui, pour qui et comment? Voilà les questions que je me suis posées. Donc, qui, déjà? La dernière question, c'est pas la plus facile parce que se pose déjà la question de savoir comment on nomme les participants. Et là aussi, on parlait tout à l'heure de glissement sémantique. Il a été question de travailleurs, d'ouvriers, de stagiaires, etc. Moi, j'ai pris le parti d'appeler les gens qui viennent dans les formations des personnes. Parce que c'est comme ça que j'ai envie d'accueillir ceux et celles qui arrivent dans les groupes, la plupart du temps affectés par leur conseiller d'insertion, et à propos desquels je ne veux pas connaître quoi que ce soit avant leur arrivée, à qui je pose pour principe le fait qu'elles ne sont pas obligées de rester et que donc elles ont 3 séances pour voir et disposer du fait de rester ou pas. Dans la mesure où elles souhaitent partir, aucun problème. Juste, je demande qu'on me le dise. Enfin, voilà, de le savoir, quoi. Pour qui cette formation? Ça nous amène à distinguer la commande de la demande. Et en l'occurrence, moi, j'essaye de ma place d'honorer les deux. C'est-à-dire que je travaille pour des personnes en situation de vulnérabilité, sans perdre de vue et surtout même en gardant à l'esprit qu'ils évoluent dans des groupes et des mondes sociaux. Donc, c'est sur ces interactions qu'ils mettent en œuvre, sur les rôles qu'ils sont amenés à occuper, que cette formation se centre. Et en même temps, il ne s'agit pas d'oublier que mes groupes sont financés par leur employeur, en l'occurrence ici une association d'insertion, mais ça peut être d'autres lieux. Je prends jusqu'à 3 groupes par semaine, parce qu'au-delà, pour moi, ça réclame trop d'acuité, donc j'ai d'autres activités par ailleurs. Donc, des associations d'insertion. Et bien sûr que vis-à-vis d'elles, il y a à prendre en compte les attendus, les contraintes, les exigences aussi liées au monde du travail. Voilà. Donc, l'institution, elle est pas trop présente, mais elle est en même temps tenue, quoi. Oui? Merci. Je ne suis carrément pas du tout dans les clous, mais je vais faire avec. Donc, c'est une tension un peu inconfortable, mais qui m'oblige et qui nous oblige à rester dans le pragmatisme et dans cette idée de la pluralité des mondes réels qui font en fait le quotidien des personnes accueillies dans les groupes. Après, sur le comment, c'est là où je vais couper, mais j'ai envie de dire, en mettant l'accent sur, j'ai parlé d'objectifs tout à l'heure, en mettant l'accent sur le fait que les personnes sont là dans un parcours qui leur permet de faire des arrêts sur image pour qu'elles se situent mieux, chacune dans leurs objectifs. Transition vers l'emploi en milieu ordinaire, par exemple, c'est censé être le mandat ici pour Messidor, ou pas, puisque parfois, certaines d'entre elles préfèrent se projeter en milieu protégé, finalement. Arrêt sur image dans leurs compétences psychosociales, où elles en sont, dans leurs besoins, leurs habiletés de communication, de pensée critique, de créativité, etc. Troisième élément de réponse sur ce comment, par une posture que j'essaie de tenir. Je parlais tout à l'heure de maintien d'une tension dynamique, c'est-à-dire que je suis dedans, dehors. Je ne suis pas vraiment de la maison et en même temps, je travaille pour elles. Je suis au service des personnes pour muscler leur parcours, on va le dire comme ça, en rapport avec le travail et ses contraintes. Je suis dans une forme, je ne suis pas dans un lien hiérarchique avec ces personnes, mais par contre, j'en suis garante. Je suis garante du fait qu'on s'y respecte. Je suis attentive aux lignes de fuite qui pourraient nous emmener hors cadre sur des questions intimes, par exemple. Donc, je suis toujours sur une espèce de ligne de crête comme ça que j'ai choisi de garder en naviguant dans ma façon d'écouter et de réagir et en tenant toujours ces dimensions ensemble. Soi et les jeux sociaux, les personnes ici et les exigences de travail auxquelles elles doivent répondre.
Et puis comment? Par la reconnaissance des savoirs expérientiels, dont il est bien question aujourd'hui, qui me font naviguer tantôt sur le registre de la formation, avec des éléments de contenu sur différents sujets. Tout à l'heure, Naïm parlait par exemple de la distinction entre observer et interpréter. On parle beaucoup du langage, de la violence symbolique, de la performativité du langage, etc., qu'on nomme pas forcément comme ça. Mais, donc, parfois du côté de la formation, parfois du côté de la mutualisation des pratiques et parfois du côté de la facilitation. On peut dire que l'empowerment collectif est peut-être assez juste pour nommer ce qui est vécu. Enfin, en tout cas, c'est ma toile de fond. Voilà, il y a une large place laissée aux échanges. Et si j'avais quelque chose à rajouter, mais je dois déborder. Vous voyez mon regard. Ouais, je le vois. C'est par des règles et des exigences, des valeurs aussi que j'essaye de mettre en œuvre et de faire vivre dans ces groupes. Je sollicite beaucoup le groupe pour qu'ils réagissent vis-à-vis de chacun et chacune qui s'exprime. Le pari que je fais, c'est que le groupe porte les personnes. Bien sûr, la considération positive est au cœur de ce que je demande et ce que j'essaie d'appliquer. Et voilà. Ouais, je m'arrête. Je m'arrête. Non, c'est le jeu, c'est le jeu. On parlera peut-être du bilan dans les échanges parce que je n'ai pas parlé de ça. Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan, justement? Un bilan de ces 15 ans, là? Ça fait 15 ans d'expérience? Un peu plus, ouais. Là, je crois que je vais vraiment… Est-ce que c'est des gens que vous avez continué à suivre après, qui sont revenus autour d'expérience, du bénéfice de cette formation ou pas? Est-ce que moi, je les vois dans la durée? Je les vois au plus… alors, je peux les voir en fait dans la durée, oui, au sens où certains peuvent venir sur l'année N et puis revenir sur l'année N+2. Donc, ça peut. Je peux voir les gens comme ça. Par contre, je les vois au maximum 6 mois. 6 mois hebdomadairement. Est-ce que c'est clair? Ils peuvent faire une première session, puis une seconde, mais pas beaucoup plus. Le grand maître du temps, aïe, aïe, aïe. Seul les arrêts du… Mais oui, je peux pas trop en dire plus. Et éventuellement, profiter des temps aussi de pause pour pouvoir approfondir ces échanges-là, qui seront non enregistrés, mais qui permettront de… Désolé pour cette fin un peu brute. Merci à vous.